Bon, donc on va démarrer la séance. Donc on va avoir un petit temps de présentation de la part de Renzo et puis ensuite de Maya. Et puis ensuite on aura du temps pour échanger, discuter, entendre vos questions et échanger tous ensemble. Donc juste quelques mots de présentation, mais nos deux invités vont se présenter un petit peu plus longuement en expliquant leur parcours et le projet. Et donc juste Renzo Martens qui nous a présenté donc ce film. Donc comme vous avez compris, hein, donc je vais répéter un petit peu, mais bon, voilà, c'est un artiste néerlandais. Et donc vous êtes artiste et vous réalisez donc des films documentaires. Et beaucoup de ces travaux donc, sont là pour dénoncer les inégalités sociales, comme vous l'avez vu dans le film, la pauvreté et aussi les politiques qui sont liées à ces situations d'inégalité, de pauvreté. Et vous expliquerez aussi comment le rôle de l'art, le rôle qui peut être très ambigu de l'art, l'art comme outil de développement, mais un outil de richesse, mais finalement à qui profitent ces bénéfices, et ce que vous dénoncez dans ce film et que vous avez dénoncé aussi dans d'autres films précédemment, et vous en direz quelques mots. Maya, qui est chercheur associé à l'université Panthéon-Sorbonne, et donc un doctorat de géographie, et vous travaillez maintenant au laboratoire Prodigue comme chercheur associé. Donc vous travaillez plus particulièrement sur l'Afrique, sur les questions d'art, de patrimoine en Afrique, et vous questionnez aussi le rôle de l'art dans ces sociétés, et le rôle de l'art, comment ça peut être un outil de développement, et c'est aussi les limites et les difficultés que peuvent rencontrer les artistes pour travailler dans ces pays-là. Donc vous avez vu, ce film soulève beaucoup de problématiques, beaucoup de questions. On aura pas un très très long temps pour en discuter, on pourrait sûrement y passer plus de temps, mais déjà on va essayer de vous entendre tous les deux, l'un après l'autre, et puis après d'avoir le temps de poser un certain nombre de questions et d'entamer un débat qui pourrait se prolonger sans doute, mais en tout cas on essaiera de faire le mieux. Donc Renzo, je te laisse la parole pour présenter un peu ton parcours, le film et les questions. Oui, excellent. Donc tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité dans ce cinéma, ce festival, et aussi dans ces débats, ces assises organisées par l'université. Merci beaucoup. Je suis donc hollandais, je parle français, mais je ne suis pas francophone, donc c'est ma troisième langue, je pense. Merci d'avoir vu le film. Je vais en parler en effet brièvement. On m'a demandé de parler pas plus que 20 minutes. Ce qui est difficile parce que j'aime beaucoup parler. Et j'apprends à écouter plus que parler. Donc, 20 minutes. Là, vous voyez le White Cube, donc le musée quand elle était en construction à Lusanga. Vous l'avez vu dans le film, Lusanga fut le centre de l'empire des plantations de Unilever. Unilever, une des plus grandes compagnies mondiales qui est dans la fabrication de la nourriture, des boissons, des produits hygiéniques, etc. Un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars annuellement, avec 10% de profit, donc disons 6 milliards de dollars de profit annuellement. Donc comment ces profits ont été faits historiquement dans ces plantations? Comment ces profits ont été faits historiquement, c'est tout grâce à des plantations qui notamment produisent l'huile de palme. Il n'y a pas que l'huile de palme, il y a le cacao, le café, tous ces produits que des gens mondialement, mais bien sûr surtout en Occident, consomment tous les jours. La plantation est un phénomène en soi. Récemment, il y a eu plusieurs scientifiques qui ont écrit sur le dispositif, disons, de la plantation, notamment Anat Singh, à l'université de Santa Cruz, en Californie, a écrit un livre, The Mushroom at the End of the World, donc je ne sais pas la traduction.
En tout cas, le thème central de toute son œuvre, de tout son travail, est que la plantation est le modèle qui domine le monde. La plantation n'est pas que, comme ici, une plantation d'huile de palme au Congo, en RDC, mais est un modèle qui est utilisé pour réduire toute activité humaine, toute activité naturelle, à un point que ça devient profitable. Donc, notamment, l'esclavagisme a été inventé sur une échelle industrielle pour réduire l'homme à sa capacité de travailler et de reproduire. Toute autre activité humaine était interdite. La même chose pour les plantes, les animaux et la terre. C'est une réduction à l'extrême jusqu'au point où on peut utiliser l'homme ou la plante ou la terre pour un seul but, c'est la maximisation des profits. Et c'est ce qu'on voit. On coupe des arbres, on réduit des gens à l'esclavagisme et on prend une seule plante, celle qui donne l'huile de palme. En l'occurrence, l'huile de palme est la ressource des graisses la plus bon marché au monde entier. Maintenant, il se veut que, avec des profits de ces plantations, avec la violence extrême dont on a besoin pour installer des plantations, pour faire travailler des gens sur des plantations, tout ça se fait par la violence. Avec cette violence, on fait des profits. Et on pourrait dire qu'une grande partie de l'industrialisation de l'Occident, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et bien sûr les États-Unis, ont été financés par des profits extraits des plantations. Une partie de ces profits, bien sûr des chemins de fer, des universités, etc., je pense l'Élysée ici en France, le bâtiment même, mais une partie de ces profits ont été réinvestis dans des musées. En l'occurrence, on voit ici le Lady Lever Gallery, donc la galerie de la Dame Lever, donc l'épouse au fondateur du royaume Unilever. Ce n'est pas un royaume officiellement, l'empire Unilever. Elle aimait beaucoup l'art et donc on lui a construit un musée, le Lady Lever Gallery. Ça a été construit en 1921, donc 10 ans après que les plantations au Congo ont été imposées aux gens. Et donc, dans cette Lady Lever Gallery, une énorme collection d'art, une sorte de vision d'art, on l'appelle pré-raphaélite. C'était toute une école de peintres en Angleterre, donc, qui aux années 1850, 60, 70, je dois dire, ont eu une sorte de vision d'un art pré-industriel, un art qui valorise l'idéalisme, la beauté féminine, le spiritualisme, etc. Très, très, très fantastique, mais donc produit dans une époque où toute l'Angleterre et tout le Congo, peu après, était fortement industrialisé, avec, encore une fois, une violence extrême. Donc, il y a une sorte de décalage entre les manières dont on fait des profits et l'art qu'on subventionne après. Le type d'art, encore une fois, elle montre une sorte de beauté pré-industrielle, tandis que les ressources financières pour construire les musées et les œuvres d'art eux-mêmes sont tout à fait basées sur la violence. Et donc j'ai fait un film là-dessus, sur ce phénomène, on pourrait dire, qui s'appelait Enjoy Poverty. Je l'ai produit en 2008. Un film qui, ça a été mentionné, parlait d'une manière assez franche sur, d'un côté, la pauvreté sur ces plantations. On parle d'une pauvreté extrême qui est là jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, et aussi demain elle sera là. Les femmes gagnent 8 $ par mois, donc disons 7 € par mois. Tandis que ces femmes produisent pour le marché mondial. Et donc, moi, en tant qu'artiste blanc, hétérosexuel, occidental, néerlandais, je peux bien en faire un film, je l'ai fait. Ce film que j'ai fait traite sur le fait que moi, je peux en faire un film
Et les gens qui sont dans cette situation ne peuvent bien sûr pas en faire des films. Ça, c'est le conflit central du film. Et je l'élargis un peu, il s'avère qu'il y a toute une industrie dans un pays comme le Congo, une industrie qui dénonce la pauvreté, des journalistes, des activistes, des ONG, parfois même des entreprises, des Nations Unies, etc. C'est toute une industrie. Je veux dire, il y a des chiffres d'affaires assez importants. Et cette industrie est basée et est justifiée par des images de quoi? De la pauvreté. Les images de la pauvreté en soi constituent un marché. De ce marché, presque 0% des profits reviennent aux gens qui détiennent la matière brute, c'est-à-dire cette pauvreté qui, à mon avis, leur appartient ou devrait leur appartenir. Et donc, en l'occurrence, ces gens qui sont sur les photos touchent probablement 0%, peut-être 0,1%, un truc comme ça. La pauvreté, l'image de la pauvreté elle-même constitue un produit d'exportation. Donc, non seulement ici en Occident, on peut avoir un café, on peut avoir des cacahuètes ou des trucs, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on consomme journalièrement, on peut avoir tout ça, ça c'est clair. En plus, on peut avoir des images comment, issus de ces marchés, je m'exprime mal, là, je vais essayer à reprendre. Donc on peut avoir deux fois les bénéfices. On peut avoir les bénéfices de pouvoir manger du cacao, du chocolat, avoir un café, avoir de l'uranium qui vient du Niger, qui est en train de maintenant nous faciliter cette discussion. On peut avoir tout ça, c'est clair. Issu de ça, il y a une énorme pauvreté. Je vous parle de 7 $ par mois sur des plantations. Et après, on peut faire des beaux films, des belles photos, des débats intéressants sur cela. Et de ces débats, probablement 0,1% va retourner chez les gens sur lesquels on parle, c'est-à-dire des gens dans les plantations qui gagnent 7 $ par mois. Parce qu'ils ne sont pas ici, n'ont pas de passeport, n'ont pas de billet de voyage, n'auront jamais un visa, etc. Donc même le regard critique sur ces inégalités profite beaucoup plus aux gens aisés que aux gens qui sont poussés dans la pauvreté. Ça, c'est le thème de Enjoy Poverty. C'est un film qui a fait débat, il a été montré beaucoup, et bien sûr, ce film a été montré après dans un de ces musées, dans le Tate Modern. Le Tate Modern, en soi, financé par Unilever, la compagnie qui paye 7 $ par mois sur les plantations, subventionne après le Tate Modern, c'est le musée le plus important d'art contemporain en Angleterre et possiblement au monde entier, et donc où on finance des artistes importants, Louise Bourgeois, Ai Weiwei, Bruce Nauman, ici on voit Tino Sehgal, des artistes très intéressants, des grands artistes on pourrait dire. On parle des gens qui sont hyper intelligents, qui font des œuvres mais géniales, financées par le travail dans les plantations par des gens qui gagnent 7 $ par mois. Donc, peu importe, on pourrait presque dire, la position critique, artistique ou autre de Tino Sehgal ou de moi qui fait un film sur le phénomène, si on a beaucoup de chance, ces œuvres sont alors montrées dans un musée qui, en soi, est financé par les mêmes acteurs qui te financent, qui t'aident à montrer ces œuvres. Donc c'est comme un loop sans quel est le mot là, sans échappement, sans issue de secours. Si on veut bien, je vois un peu en très bref, ça c'est la chaîne de valeur de l'art contemporain, et c'est très graphique, bien sûr, il y a plein d'exceptions, des autres exemples, je suis en train de le rendre beaucoup plus simple que ça l'est, mais juste comme exemple, à gauche, en bas, vous voyez des gens tout à fait démunis parce qu'ils ne sont pas payés, les forêts qui sont coupées, brûlées, etc. Aussi, donc, changement climatique, des pandémies, tout ça c'est lié, bien sûr, aux plantations. La biodiversité qui est en train de disparaître. Ok, donc on en fait des produits, le cacao par exemple, l'huile de palme, tout ça, ça va aussi pour les mines, ça va aussi pour plein d'autres types d'industries.
Après, on peut en faire des bénéfices et une petite partie est donc réinvestie dans des musées. Ou, jusqu'à il y a 10 ans, que des artistes blancs et européens ou américains avaient le droit de donner un regard critique sur le monde. Maintenant, ça s'est changé. Maintenant, on peut tout faire dans le musée. Ça veut dire que, heureusement, finalement, aussi des femmes ont accès à cette position, et des gens de couleur, des gens qui viennent d'autres régions que l'Europe ou l'Amérique. Donc, maintenant, on peut aussi même décoloniser le musée, ce qui est très important et très nécessaire, mais ce n'est pas assez. Autour de ces musées, il y a toute une nouvelle économie qui peut émerger, ce qu'on appelle en français, je pense, embourgeoisement, c'est ça? Gentrification. Embourgeoisement. Donc autour de ces musées, c'est juste pour dire que le musée en soi, ce n'est pas le point final, ça fait partie de toute une stratégie pour rendre des villes, des zones, des pays plus attractives, plus attirantes pour des capitaux, pour des investissements, pour avoir une bonne économie, etc., etc. Le musée n'est pas le point final. Tout ça, c'est OK. Moi, je ne suis pas contre. Je dirais juste qu'il manque une flèche, quoi. C'est tout. Il manque une flèche. Il faut que une partie, au moins une partie, des bénéfices autour des regards critiques donnés par des artistes, de cette économie autour de cela, devrait être redistribuée au point de départ, c'est-à-dire les plantations qui ont historiquement financé les infrastructures, y compris les musées au nord. Donc, avec ces idées, vous avez vu le film White Cube, et bien sûr, il y a plein de problèmes dans ce film, mais en très bref, des cours d'art critique, des gens qui savent très bien le faire. Ici, l'autoportrait de Buko Kimpala, Mathieu Kassiama, qui est sur la page 1 du New York Times, et donc des bénéfices, 150 000 euros avec issus des ventes des sculptures, comme vous l'avez vu en cacao et en huile de palme, donc des produits issus de la plantation, mais maintenant, pas juste une simple truc Côte d'Or, ou je ne sais pas quelle marque, mais avec la vision, les émotions, les idées, etc., des gens qui travaillent à la plantation. Donc, Mathieu est ici à la droite, beaucoup est à côté d'elle. Et donc, le point final du film est bien sûr le White Cube. Mathieu y entre, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ce musée. Donc, le projet, bien sûr, continue. J'étais à Lusanga il y a 3 semaines. Mathieu et Cédar et beaucoup vont venir en Europe dans quelques mois, en été en tout cas. Et en très bref, je vous expliquerai 2 des projets qui sont en train de se développer dans le White Cube, parce que c'est un musée comme un autre musée. Il y a donc une programmation artistique, et le but de ce musée n'est pas de décoloniser le musée, mais de décoloniser aussi la plantation avec les profits duquel les musées ont été construits. Donc deux projets artistiques là-dessus. Un est une sculpture qui a été faite en 1931 par les Pende. Le Pende était le peuple qui était forcé à travailler sur les plantations. D'ailleurs, dans le film, il y a Irene Kanga qui en parle. Il y a eu une grande révolte, et dans cette révolte, un agent colonial a été tué, on lui a découpé la tête, et on a fait une sculpture de lui pour pouvoir contrôler son esprit. Cette œuvre a été donc faite pour travailler pour la population, pour résister au système de plantation. Ça n'a pas très bien marché, c'est-à-dire que des plantations, il y en a jusqu'à présent, je vous ai parlé de ça, et l'œuvre même est dans un musée aux États-Unis, comme plein d'autres œuvres. Et donc, le musée est vide à l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur du musée, du White Cube. Et Mathieu, ici à gauche, et son collègue Siddhartha Masala. D'ailleurs, je vais vous envoyer des liens dans des prochains séminaires. On a construit on a produit toute une série
documentaire sur les recherches de Mathieu et Cédar sur cette sculpture. Et à la fin, ils ont demandé à cet musée aux États-Unis d'avoir une empreinte de cette œuvre, et le musée a refusé. Donc il y avait plein d'articles là-dessus. Et pourquoi? Parce que Cédar et Mathieu, avec l'aide de quelques technologistes à Berlin, ont fait un NFT, donc un truc digital. Ils ont dit qu'ils ont pris les images de la sculpture du site web du musée, et ils se sont accaparés de ça, et maintenant c'est devenu un NFT qui sera donc qu'on sait acheter sur le web. Il est sur Ethereum. On en vend 300 avec toutes les formes différentes, et tout l'argent est utilisé par le Cercle d'art des travailleurs de plantation congolaise pour racheter la terre. Ça, c'est un des projets que je voudrais vous en parler. Il y a donc toute une série de films, 6 films de chacun 8 minutes, je pense, qui pourraient, si vous voulez, faire partie du séminaire prochain. Et un autre projet dont je voudrais vous parler, c'est une installation de l'artiste ghanéen Ibrahim Mahama, qui est, selon moi, un des plus grands artistes de notre temps. Et donc, il a couvert le White Cube avec des sacs de cacao vides. Et le vernissage a eu lieu il y a 2 semaines. Oui. Donc le projet continue, et comme je le disais d'ailleurs il y a quelques minutes, le but de ce musée, et le but commun des 2 groupes de gens, d'un côté le CATPC, d'un côté moi et mes collègues, 2 gens qui sont visiblement dans des autres positions dans cette chaîne de value mondiale, s'allient pour faire de la sorte que des musées pourraient, cet musée en l'occurrence, pourrait être utile à non seulement décoloniser le musée, ou des pancartes, ou les noms des rues à Paris ou à Bruxelles. Tout ça, c'est nécessaire et c'est bien. Il le faut, absolument. Mais d'aussi décoloniser les plantations. Ça, c'est le but de tout ce qu'on fait. Merci. Merci beaucoup, Renzo. Je pense que beaucoup de questions vont émerger aussi, mais je propose que l'on donne la parole à Maya tout de suite pour qu'elle puisse aussi à la fois expliquer comment ce travail résonne avec ses propres travaux de recherche. Et puis, on va donc l'écouter et ensuite on posera des questions comme ça à nos 2 invités en même temps, si vous voulez bien. Maya, tu as un micro ? Bonsoir à tous. Je vais commencer par également remercier donc l'université Paris, Cergy Paris Université pour leur invitation, notamment particulièrement Anne Herzog et Elisabeth Auclair, grâce à qui je viens du Cameroun pour parler de ce très beau film de Renzo Martins. Donc voilà, c'est un plaisir. Merci à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise et bien sûr au Cinéma Utopia et également à vous qui êtes dans la salle. Alors, j'ai un PowerPoint moins artistique malheureusement, mais voilà, j'ai un PowerPoint. Je vais d'abord vous expliquer d'où je parle. Donc moi, je suis géographe culturel au départ. J'ai travaillé sur le patrimoine, la patrimonialisation et l'art contemporain au Cameroun, plus particulièrement dans la ville de Douala, donc Cameroun en Afrique centrale, hein, et la ville de Douala qui est la capitale économique, la capitale politique étant Yaoundé. Donc j'ai fait 11 ans de recherche, une recherche qui a été participative et qui est ensuite devenue une recherche-action, puisque j'ai moi-même mené des actions avec des artistes. Je me suis impliquée dans leur démarche pour trouver des espaces, pour exprimer leurs paroles. Et s'ajoute à cette recherche-action aussi une pratique filmique qui a donné 2 films. Un film qui a été fait pendant mon master, donc en même temps que vous,
et un film qui a été fait plus tard avec le Frénois, le Studio national des arts contemporains. Donc tout ça pour dire que finalement, je vais poser sur le film de Renzo un regard de chercheur sur la question de la production artistique. De mon côté, c'est en espace urbain. Je n'ai pas travaillé dans un espace rural, mais on est aussi dans un contexte autoritaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre des travaux que j'ai pu observer et le travail mené au Congo. Ce qui m'a semblé intéressant dans cette présentation, c'est de vous montrer, en fait, de transposer le travail que peut faire Renzo Martins et de le mettre en lumière en comparaison avec celui d'artistes locaux à Douala, au Cameroun, où j'ai travaillé. Et donc, ce qui permettra de s'interroger sur la problématique de l'utilisation de l'art comme enjeu de développement et de justice en situation postcoloniale, mais cette fois avec des acteurs locaux qui ont donc peut-être un accès qui ont en fait pas peut-être un accès moins fort au monde de l'art international. Pour cela, donc, je vais procéder en 3 temps. D'abord, je vais revenir sur des enjeux du film qui me semblent très importants, sur l'art et la justice spatiale. Ensuite, j'aimerais essayer de montrer le lien entre le film et mes expériences personnelles. Et là, on va parler un peu plus d'art et de politique en contexte autoritaire. Et enfin, je ferai une très légère conclusion sur mon rapport aux pratiques filmiques et aussi par rapport au film White Cube. Alors, je pars de 3 exemples, hein, je vous les dis très rapidement parce que c'est très court, 20 minutes pour parler de tout le film, mais pour que vous sachiez d'où je parle, voilà, moi j'ai travaillé avec des artistes comme je vous le disais. Le premier exemple que je vais prendre, c'est l'exemple du café artistique. En fait, c'est un café qui a été ouvert par un peintre plasticien en centre-ville de Douala. Tout simplement, ça part d'un salon de coiffure qui est son activité économique et puis il va placer des tabourets sur le trottoir attenant et tous les artistes vont se réunir tous les soirs. Ça va devenir vraiment un lieu majeur de l'art contemporain et donc petit à petit, ce lieu va prendre une ampleur mais il va être fermé par les autorités de la ville. Je vous expliquerai les raisons un peu plus tard. Ensuite, je vais vous parler d'une initiative très nouvelle qui vient de fermer malheureusement, qui s'appelle le Somewhere. Le Somewhere, c'est une friche réinvestie toujours par le même artiste, Stéphane Elundou, avec un collectif d'artistes. C'est un ancien abattoir qui était ouvert par les Français à l'époque et donc qui a été complètement abandonné pendant des années et qu'il a décidé de réouvrir avec donc un collectif qui a attiré énormément de bailleurs internationaux, énormément d'associations et qui aujourd'hui a été déguerpi également. Je vous en expliquerai les raisons. Et la troisième idée, c'était aussi de faire une comparaison avec le film, le dernier film qu'on a tourné de manière collaborative avec un collectif d'artistes qui s'appelle Le Koundé pour un petit peu parler des pratiques filmiques et des collaborations avec les artistes. Donc ça, on pourra y revenir dans la discussion parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour l'évoquer. Mais voilà, c'était pour vous dire les exemples que je prends pour parler du film de Renzo. Alors, j'aimerais commencer cette description du film et cette idée de lien entre l'art, la justice de manière globale et la justice spatiale, en entrant par un point de départ qui me semble extrêmement intéressant dans le travail qui a été montré, c'est cette dette européenne. Il me semble que la dette européenne, on la lie à plusieurs échelles. À l'échelle de l'artiste, puisque Renzo dit à un moment dans le film qu'en tant que Hollandais, il se sent redevable, notamment par rapport à ce que Unilever a pu faire dans les terres. Il y a aussi, je crois, une reconnaissance des crimes de la colonisation dans ce film, puisque les terres qu'on voit ont été spoliées aux populations par le gouvernement colonial belge au Congo pour être données à William Lever. Et ensuite, cette question absolument passionnante du crime qui a été l'appropriation par l'Occident, la spoliation d'œuvres qui constituent le patrimoine de ces populations. C'est bien aussi présent dans le film. Et je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est la façon dont le discours occidental parle de ces œuvres. On a d'abord des œuvres qui sont nommées des objets en Afrique, puis des œuvres en Europe, bien qu'elles soient spoliées, et elles gagnent une valeur puisqu'elles sont rachetées en Amérique. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est l'idée, en tant que géographe, de circulation des objets et de changement de statut et de valeur en fonction de l'espace où elles se trouvent.
Donc voilà, cet intérêt sur la circulation des objets et le changement de valeur, donc on va d'objets cultuels à d'objets dits culturels, je crois qu'il est intéressant parce que finalement c'est ce sur quoi Renzo va jouer, il me semble, c'est-à-dire qu'on continue à créer des objets, cette fois des sculptures, mais on les crée pour qu'elles changent de valeur et pour qu'elles soient exportées. Et il me semble intéressant de voir que même si la relation est toujours inégale, elle est cette fois utilisée pour rembourser cette dette européenne. Donc voilà, on reproduit un système de circulation et on joue avec les règles du monde de l'art. Alors ce jeu, forcément, il pose question, je crois que c'est quelque chose d'assumé. Il y a d'abord comment est-ce qu'on joue avec les règles du monde de l'art, et ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement intéressant également. C'est qu'il y a l'idée de donner des outils de compréhension du monde de l'art à ces planteurs qui en sont exclus pour rendre ce monde plus inclusif, en tout cas essayer de les y inclure. Et ça c'est très intéressant, mais néanmoins ça pose question, je crois que c'est une question que vous avez dite dans votre présentation un peu plus tôt, Renzo, qui est finalement, on reste dans l'extraversion, on reste centré sur l'Occident, et même si on joue avec ces règles du monde de l'art, il faut y appartenir pour y jouer. Et c'est là où moi, ma question, c'est ce modèle est-il reproductible avec des artistes qui seraient donc originaires de ces pays il y a une autre question qui est celle qui va nous amener à la question de la muséification. C'est est-ce que finalement on n'est pas aussi en train d'homogénéiser des modèles? On ne part pas du patrimoine forcément, mais on va recréer des musées, une muséification, etc. Alors, cette perpétuation du modèle muséal, elle est critiquée dans le film également, puisqu'on voit bien avec cette très belle scène où le jeune artiste Mathieu visite ce musée et il veut toucher l'œuvre pour sa puissance. Et là, ça repose cette question de l'objet cultuel, de la fonction sociale, de la fonction collective. Rapidement, sur mon terrain au Cameroun, l'objet n'était pas signé en période précoloniale. Il appartenait à la société, donc il n'y avait pas besoin de le signer. Il était fait pour l'ensemble des gens qui étaient dans la communauté. Donc ça, j'y reviendrai. Je pense que c'est intéressant. Mais voilà, je pense que c'est très intéressant que le film évoque ces questions, surtout avec le débat actuel de restitution des œuvres. On sait qu'il y a eu notamment en France ce rapport de Savoie et Farr qui parle donc de la façon dont on pourrait restituer des œuvres. Et je crois que c'est intéressant d'une part de parler de cette restitution. Et moi là je voulais vous montrer très rapidement un exemple à Douala. Alors vous avez une œuvre en haut à droite qui a la reconstitution d'un tanguay. Le tanguay c'était la proue des navires des chefs Douala à l'époque, puisque Douala est une ville traversée par un fleuve, et donc ces chefs qui avaient des royaumes pour s'affronter mettaient leurs plus belles pirogues avec des ornements absolument magnifiques. Et c'était d'ailleurs un des éléments du combat. Moi j'ai des chefs qui m'ont dit quand on arrivait avec une pirogue plus belle, ça pouvait aussi faire en sorte qu'on ait déjà gagné. Donc aujourd'hui, les pirogues à Douala, plus aucune pirogue n'est peinte. Et c'est intéressant de voir que les artistes contemporains de la ville ont décidé, pendant un moment de festival, de repeindre les pirogues, de redonner à cet élément patrimonial une place centrale dans la ville. Et ils ont également réalisé des fresques, ça vous pouvez le voir en bas à gauche, murales, où ils disent, eux, en tant qu'habitants de Douala, on va vous valoriser votre patrimoine parce qu'il y a quelque chose qui s'est perdu avec le départ des œuvres. Donc l'œuvre est à Munich aujourd'hui. Et bien finalement, nous-mêmes, on ne sait plus où est notre patrimoine. Donc je trouvais ça intéressant comme idée qu'il n'y a pas forcément que le modèle muséal, mais aussi des initiatives qui peuvent justement être liées à la réappropriation du patrimoine. Voilà, alors autre question du film et qui reste en suspens, vous l'avez dit Renzo, et je trouve que c'est une image magnifique, l'image de fin, c'est celle justement de qu'est-ce qu'on va faire une fois rentré dans ce cube, est-ce qu'on va tout réinventer, comment est-ce que ces habitants vont se réapproprier ce modèle, et donc cette question, elle est de toute façon, cette question de réappropriation, elle est posée en filigrane. Ce qui est aussi fascinant dans le film, et ça va me permettre de faire transition avec ma deuxième partie, c'est la question du foncier, auquel moi j'ai été très confrontée sur mes terrains. Vous y êtes très confrontés également dans la première initiative, on le voit. Ici, il y a cette idée qu'on rachète la terre par les musées et que la durabilité donc, du modèle muséal est liée à la terre. Donc la durabilité artistique, d'une certaine manière, est liée à une durabilité
économique et écologique. Et ça, je crois que c'est très beau. J'aime beaucoup la phrase de Mathieu encore quand il dit il faut bien qu'on ait un endroit où poser notre chaise pour faire de l'art. Effectivement, c'est une des questions de justice spatiale que moi j'ai eu beaucoup à voir sur mon terrain et dont je vous parlerai dans une deuxième partie. Alors, voilà. Donc, une deuxième partie sur l'art et la politique en contexte autoritaire. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par parler de ce concept que je trouve absolument magnifique de post-plantation. Absolument magnifique parce que quand on travaille en Afrique centrale, enfin je parle pour l'Afrique centrale, je ne sais pas ailleurs, on connaît le poids politique joué par ces plantations qui a été un endroit. Alors au Cameroun, j'ai vu du coup que Unilever aussi avait été présent. Hein. Au Cameroun, c'est l'espace de formation des premiers syndicats du fait des conditions de travail absolument terribles des gens. Et aussi, c'est le lieu de développement de mouvements indépendantistes, donc des premiers mouvements anticolonialistes et nationalistes. Je vous ai mis ici la photo de Rouben Oumniobé, qui est un des leaders de l'indépendance camerounaise, qui a été tué par la France qui a été assassiné dans les années 1958. Et pourquoi je vous parle de cette post-plantation, c'est parce qu'il me semble qu'il se passe quelque chose dans l'espace de la plantation que vous avez vécu, Renzo, qui est finalement la cristallisation de la parole politique autour de l'artiste. On le voit dans la première tentative que vous faites. Les habitants, d'un coup, retrouvent une voix, ils retrouvent un espoir de réclamer leur terre, leur dignité, etc. Et c'est là où on voit que finalement l'art et l'artiste cristallisent une parole politique. Et ça, moi, je l'ai bien observé également dans mes terrains, à l'échelle avec des artistes locaux. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où les gens croient que l'artiste va porter, espèrent que l'artiste va porter leur parole. Et ce sera l'occasion de se demander aussi jusqu'où ils peuvent la porter en fonction de là où ils sont. Tout ça, donc pourquoi je vous ai montré ce leader indépendantiste, c'est d'ailleurs parce qu'on l'appelait en bassa dans la langue locale le mpodol, et le mpodol qui signifie le porteur de parole. Donc on voit bien cette idée de porter la parole des gens. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'artistes à Douala qui chantent et qui se revendiquent être du mpodol, donc être aussi des porteurs de parole. Donc, alors quelle possibilité pour un artiste local d'être porteur de parole ? Eh bien, malheureusement, au Cameroun, on sait qu'on parle de politique quand on a un pied dehors, c'est-à-dire quand on a une institution, un passeport qui nous permet de sortir. Enfin, en tout cas, on ne peut pas avoir une parole politique. Et beaucoup d'artistes qui sont d'ailleurs investis de cette parole par les habitants, à un moment, vont avoir des problèmes avec le pouvoir en place et à différentes échelles. Alors, donc maintenant, je vais vous parler de l'art et des politiques culturelles, rapidement. Ce qui m'intéresse dans votre film, c'est que, et ça je l'ai observé aussi notamment avec l'exemple du Somewhere, le Somewhere c'est un modèle qui avait conquis à l'échelle locale, mais qui avait aussi conquis à l'échelle internationale. Et finalement, ce qui se jouait au milieu, c'était des échelles de pouvoir qui n'étaient pas contrôlées par les artistes ou des jeux d'acteurs, des rapports de force et de conflits qui ont fini par en fait tuer cette initiative. Alors, à l'échelle internationale, finalement, on a cette idée que l'art comme facteur de développement, alors là je pense à tout ce qui est les questions des industries créatives, etc., eh ben, il peut aussi mettre à mal un certain système sur place développé entre les artistes, qui est la création d'atelier en atelier, tout un système qui a été développé par les artistes pour essayer de survivre et de transmettre. Donc à Douala, depuis 2010 à peu près, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que des institutions internationales ou des bailleurs vont soutenir de nouveaux acteurs qui ne faisaient pas partie du marché de l'art pour essayer de leur apprendre le marketing culturel, la promotion culturelle et donc vivre de l'art. Alors ça me semble très important parce qu'en même temps, c'est des mondes qui doivent fonctionner ensemble. Les artistes ont besoin aussi de vivre et d'exister économiquement. Et en même temps, c'est des acteurs qui, on l'a déjà vu, peuvent mettre à mal ces espaces, un peu ces pépinières d'artistes qui commencent. Donc, dans la question de rétablir la justice par l'art, il me semble aussi important de réfléchir à l'État, au rôle de l'État, et au public, à la façon de changer aussi la réception de l'art par les publics. Donc, pour parler du rôle de l'État, on voit bien dans le film, notamment, la présence des autorités, notamment le ministre du Tourisme qui vient faire une première visite sur les terres.
Et on se demande bien sûr quelle est leur légitimité et quelle est leur compréhension de cet art, puisque finalement ils arrivent un peu pour profiter un peu de ce moment de visibilité et d'éclairage. Alors moi j'ai vu sur mes terrains que pour les artistes c'était une grande légitimité, il y avait vraiment, et on le voit aussi dans votre film, un espoir de la présence du gouvernement, d'avoir une reconnaissance, une légalisation de leur activité, et pourtant, moi personnellement, à chaque fois que quelqu'un du gouvernement est venu, ça n'a pas empêché l'espace de fermer parfois quelques mois après. Donc voilà, il y a cette idée de finalement quel est le rôle de l'État, quel est le rôle du public, et est-ce que ça légalise quelque chose, est-ce que ça aide des politiques culturelles à s'installer. Parfois même c'est le contraire, parfois même la réussite du lieu peut même faire que les États viennent réclamer leur dû aussi. Autre échelle, qui moi était la mienne, puisque je travaillais dans le contexte urbain, il y a l'échelle des élites urbaines. Alors de mon côté, c'était des chefferies, qui sont elles aussi, qui jouent beaucoup sur la question de l'autochtonie et du foncier, et qui vont dire aux artistes de s'installer jusqu'à une certaine mesure, puisqu'à un moment, on rappelle aux artistes que c'est quand même la terre du village, c'est la terre des chefs, et donc on la récupère à partir du moment où elle devient rentable. Donc voilà, ça m'intéressait de parler de ce qui se passe entre ces échelles du local, du public, qui est parfois des habitants qui sont souvent extrêmement heureux qu'une initiative commence, et des bailleurs et des institutions qui voient aussi un intérêt. Mais bien sûr, entre ces échelles, il y a beaucoup d'acteurs, et malheureusement, quand on n'a pas un capital politique ou économique, etc., suffisant, eh bien, on n'arrive pas à faire... on n'arrive pas à résister à ces forces-là, donc à cette force de l'autochtonie. D'ailleurs, les deux initiatives dont je vous parlais, le café artistique et le Somewhere, ont finalement eu à peu près la même temporalité, même si elles ont fermé pour des raisons différentes. C'est-à-dire qu'à partir de 3-4 ans, quand elles ont commencé vraiment à marcher, à être rentables, à faire leurs preuves et à attirer des visiteurs et du public, les élites ont été déguerpies, éjectées au profit d'autochtones qui ont repris les lieux à des fins plus de business. Donc voilà, ma question était donc, est-ce qu'on peut faire de l'art, est-ce qu'on peut faire de l'art politiquement? Est-ce qu'on peut le faire aussi économiquement? C'est une question qu'on voit aussi dans votre film, je crois. Il y a un moment que je trouve très intéressant, c'est quand les populations vous demandent ce qu'elles vont manger après les ateliers, et c'est quelque chose auquel les artistes locaux sont aussi confrontés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on occupe des gens dans un système où ils vivent au jour le jour, et à la fin comment ils vont s'en sortir. Et donc derrière il y a cette question, peut-on faire de l'art en contexte de précarité? Et donc moi ce que je trouvais intéressant, c'était justement de parler de la façon de faire de l'art quand on n'a pas ce capital social, économique ou politique que vous avez pu avoir, avec lequel vous vous battez pour essayer de faire des choses. Et ça m'amène à ma dernière question, qui était en fait la fin de ma thèse, auquel je n'ai pas de réponse, mais qui m'intéresse dans votre film, c'est cette question de l'individualité en contexte postcolonial. Finalement, la question majeure de la fin de ma recherche était, est-ce qu'on peut exister comme individu dans un système qui a été créé pour le groupe? On sait qu'on est dans des pays où on a des systèmes de survie collectif. On survit par la famille, on survit par des tontines, on survit par la collecte d'argent en groupe. Et finalement, on a un État qui est complètement absent, un service public absent. Et comment est-ce qu'on existe en tant qu'individu, puisque l'artiste est un individu, est un nom. Alors à l'échelle politique, je crois qu'on y a répondu, c'est presque, il me semble, au Cameroun, impossible, à l'échelle du gouvernement, des élites et de la ville, puisque avoir une voix dans un contexte autoritaire est quelque chose qui fait peur et qu'on ne veut pas. Donc des artistes qui sont investis d'un pouvoir par les habitants, mais fortement combattus. Et à l'échelle économique, cette obligation de redistribution dont on parle, qui est donc liée à ce système de groupe et puis aussi à la précarité parfois des gens, va rendre très difficile de travailler sans mettre en avant un capital de départ. Alors ce que vous faites, vous, est passionnant, puisque finalement, vous arrivez à traduire la valeur de l'œuvre en argent et à permettre cette redistribution. Est-ce qu'un des artistes locaux pourrait le faire sans accès au marché de l'art? C'est plus complexe. Et donc j'aimerais finir juste sur l'expérience participative et le rapport à l'image.
Là, vous avez une photo du film qui a été fait, écrit et tourné en collaboration avec des artistes camerounais à Douala, l'idée étant de leur donner la voix. Et ce que je me posais comme question, alors plusieurs, la première c'était, déjà j'admire beaucoup la façon dont vous vous mettez en scène dans le film, parce que je crois qu'il y a derrière ça une honnêteté artistique. Nous on parle d'honnêteté scientifique, mais c'est-à-dire laisser le spectateur libre de réfléchir à votre démarche, à votre point de vue, etc. Moi, ma question, c'est celle de la narration, c'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, puisque le film finalement constitue l'œuvre, comment est-ce qu'on peut partager les moyens de production de l'œuvre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut monter un film avec les gens, comment est-ce qu'on peut partager la narration. Et encore une fois, j'y reviens, puisque l'œuvre était collective en période précoloniale, est-ce qu'il n'est pas intéressant de continuer à la travailler de manière collective? Donc non filmée, non signée, etc. Bon, c'est juste des questions que je me pose aussi. Donc voilà, est-ce que c'est trop complexe à envisager qu'il y ait ce partenariat de post-production? Et enfin, ce que j'aimerais dire sur ce film, c'est on peut se poser la question de la réception par le public. Est-ce que finalement, au Congo ou alors de l'autre côté, alors excusez-moi, c'est New York et puis Taïs Moderne, est-ce que la réception change? Il semble finalement que le regard ne change pas tellement par rapport aux sculptures. Quand vous filmez les gens, on a l'impression que ils sont un peu perdus aussi par rapport à ce qui est fait. Par contre, ce serait par le film, par votre film, que vous changeriez ce regard, il me semble. Voilà, mais je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Maya. Je trouve que merci pour ce travail intéressant d'analyse du film et de recontextualisation par rapport à tes propres recherches. Je trouve que c'est un bel exercice que tu as fait et que tu nous as proposé. Alors, j'ai un peu le sentiment que, Maya, tu soulèves beaucoup de questions que tu poses finalement à Renzo. Donc, si vous voulez bien, je pense que ça serait quand même intéressant de redonner la parole à Renzo, peut-être pas 20 minutes, mais juste pour réagir par rapport à certaines questions que Maya a soulevées et qui te concernent directement sur peut-être pas toutes les questions, parce que tu en as soulevé beaucoup, mais peut-être si tu veux réagir, et puis après, on vous redonnera la parole à tous après. Merci. Oui, en effet, je trouvais très, très intéressant ton analyse et tous les niveaux d'analyse aussi. Tu as terminé avec la question si une œuvre dans un tel contexte pourrait être une œuvre collective non signée, peut-être. Comment peut-être les moyens de production pourraient être rendus collectifs. Ça, c'était que la dernière. Avant ça, la position de l'artiste, qui, en effet, au Congo, comme au Cameroun, si on n'a pas un pied hors du pays, on n'a aucune possibilité d'avoir une position politique, même économique. Toutes les questions sur la justice spatiale jouent. Donc, en tout cas, toutes les questions m'intéressent. Et donc, quelles sont les questions auxquelles je devrais, en priorité, essayer à répondre? Ou alors on laisse... Je veux bien juste en prendre une ou deux, mais quelles sont les plus pertinentes, selon vous? Peut-être que c'est aux étudiants de décider, à la salle, de décider ce qu'ils veulent. On vous donne la parole, et puis soit Renzo, soit Maya répondront en fonction de la question qui est posée. Donc à vous maintenant de réagir. Merci beaucoup. Je voulais juste poser une question, mais qui n'est pas du tout aussi vaste. C'est 1911, c'était encore la propriété de Léopold. La RDC, c'était ce royaume qui appartenait à un homme qui avait complètement asservi toute une population.
Non, en l'occurrence, c'est tout à fait vrai. Donc il y avait un grand combat entre les pouvoirs européens, notamment les Anglais et les Français, qui va accaparer le Congo. Bah, ce n'était pas encore le Congo, mais cette pièce, cette partie de l'Afrique qui n'est pas encore conquis, qui va le faire, qui aura le droit, entre guillemets, de le faire. Et donc, le roi Léopold, qui était donc le roi de la Belgique, a très bien joué. Il a dit non, ça ne sera pas ma propriété privée, ni ça sera ni une colonie de la Belgique, ça sera une zone du marché libre. Ça sera un marché libre. Moi, je vais juste m'occuper des frontières et des quelques règles du jeu pour que ça soit un marché libre. Ça, c'était la logique avec laquelle il a pu résoudre cette impasse entre la France et notamment l'Angleterre. Parce que tout le monde voulait le Congo. C'était clair que là, plein de ressources, c'était clair que c'était vraiment un grand gâteau, quoi. Et donc, il a pu le décrire comme un projet d'un libre-échange, d'un libre marché, et après, il l'a rendu, comme vous le dites, comme propriété privée. Et il y a eu des grandes... comment dire, des grandes... D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que s'il aurait échoué en établissant son terrain de marché libre, le premier pouvoir qui aurait le droit de le reprendre après aurait été la France. Donc, Léopold avait beaucoup d'intérêt de le faire marcher, sinon ça aurait été la France, qui avait déjà pris l'autre côté du fleuve Congo. Et donc, en 1911, c'était déjà devenu belge. En 1908, ça a été transféré du roi Léopold à la Belgique, pour notamment donc arrêter les abus, ce qui n'a pas été fait, bien sûr. Oui. Mais je pense qu'il faut vraiment se limiter au... Ben non, c'est pas vrai, il faut faire ce que vous voulez. Oui. Oui, du coup, Maëgadas, vous releviez la question de l'artiste qui porte la parole du groupe et jusqu'où cela c'était possible, surtout de la place dont on parle. Je veux savoir, vous, en tant qu'artiste, comment vous vous placez vis-à-vis de ça, surtout par votre posture que vous rappelez en présentant le film, comment vous vous placez par rapport à ça et jusqu'où vous pensez que c'est possible. Et je trouve qu'on voit un peu dans le film, au fur et à mesure, que, enfin, même juste, on vous voit beaucoup moins à la fin dans le film. Au début, on vous voit beaucoup, et puis beaucoup moins, et puis c'est Mathieu qui prend de plus en plus de place. Je veux savoir comment vous vous placez par rapport à ça. Voilà. Merci. Merci pour la question, et bien sûr, sur les choses que tu as déjà... Je tutoie tout le monde, parce qu'au Congo, donc je parle que le français au Congo, et si on vous voit quelqu'un, c'est comme si on est en train de renforcer des relations de domination. Donc entre amis, on doit vraiment se tutoyer. Donc j'ai cette habitude. Et donc, comme tu le disais déjà, c'est vraiment un grand problème des artistes. Il y a très peu d'artistes qui peuvent non seulement vivre de leur œuvre, mais qui peuvent se permettre de faire de l'art, même sur un plan politique. Si on est, entre guillemets, critique, bien sûr, on ferme ta boîte le lendemain, mais aussi, si ça va bien et tu sais bien jouer ton jeu et tu restes un peu à l'abri de toute position politique trop ouvertement, il se peut que c'est une autre forme d'embourgeoisement, que quelqu'un va te dire à un certain moment, non, en fait, cette terre, ou bien l'établissement, ou le bâtiment, en fait, ça appartient à nous, que ce soit l'État ou un autre clan, ou bien sûr des forces internationales, comme c'était dans le cas à Bottega. Donc très, très, très compliqué, très, très, très compliqué. Et je pense que les artistes que je connais en RDC qui savent avoir cette position politique, ou qui peuvent être des engins économiques, peuvent que le faire s'ils ont énormément de soutien hors du pays. Je ne connais pas des contre-exemples, en fait. Et ce soutien pas uniquement, mais est souvent basé en Occident, aux États-Unis, en Europe,
pas exclusivement, de plus en plus il y a des gens qui... ce modèle devient plus large, devient mondial aussi. Il y a une biennale à Lubumbashi, il y a une biennale à Kinshasa. Mais même ces biennales ont des liens internationaux pour pouvoir survivre. Et donc ma position, je pense qu'il y a un élément absurdiste dans le film. Je veux dire que construire un white cube, visiblement ce n'était pas l'idée des gens à Lusanga. On a vraiment besoin d'un white cube. C'était mon idée à moi. Et moi, visiblement, je ne suis pas congolais, et je ne pourrai jamais être porte-parole de qui que ce soit congolais. Mais je peux bien jouer le porte-parole d'un artiste blanc hollandais. Ça, je peux. Je pense que ça, je pourrais le faire. Et donc, j'essaie de l'expliquer un peu dans le film. J'ai que ce droit, je m'approprie ce droit de parler d'une position d'un homme blanc qui va en Afrique. Et pourquoi je peux le faire? Parce que je suis hollandais, j'ai un passeport, il y a de l'argent, pas beaucoup, mais assez pour le faire. Et donc je parle de cette position uniquement. Et j'essaie de mettre cette position même en abîme ou en enjeu, c'est quoi le mot? En abîme, j'essaie d'utiliser cette position pour le rendre encore plus complexe. Bien sûr, il est tout à fait possible pour moi de rester aux Pays-Bas et de faire mes œuvres, je ne sais pas, peindre des oiseaux, peu importe, faire de l'art critique sur la post-colonie chez moi dans mon atelier. C'est possible, il y a plein de gens qui le font, parfois c'est super. Mais moi j'essaie d'utiliser cette position pour me positionner au cœur du problème des inégalités historiques et contemporaines. Parce que là, en l'occurrence, c'est une compagnie moitié hollandaise, je le dis dans le film. Donc, je suis extrêmement bien positionné pour me mettre au cœur du problème. Et c'est ça que je fais. Mais je ne pourrais pas jamais, et j'essaie de me limiter aussi dans ce que je peux dire, je ne pourrais pas vraiment parler sur les œuvres de la CADPC, je ne pourrais pas vraiment parler sur la post-plantation qu'ils sont en train de faire, et je ne peux même pas vraiment parler du rôle intime que le White Cube pourrait avoir si demain on choisit de la brûler ou je sais pas, de le peindre dans une autre couleur ou de le transformer en quoi que ce soit. Bien sûr, ce n'est pas à moi je ne suis pas légitime de décider là-dessus. Ce que je pourrais faire, ce que j'ai pu faire, c'est dire, en fait, cette White Cube vous appartient. Et je ne peux, parce que je viens de cet autre extrême, de cette chaîne de value, et ils sont liés. Que je reste à la maison ou non, que je vais au Congo ou non, les deux extrêmes sont liés. Chaque café que je bois, que vous buvez, est lié à des gens qui travaillent pour $8 par mois. Donc, ce n'est pas en ne pas allant au Congo, par exemple, qu'on pourrait s'échapper de cette implication dans cette inégalité mondiale. Mais bien sûr, ça devient complexe, oui. Il y a ces deux chaînes, deux extrêmes qui se retouchent sur cette plantation. Je pense que ça pourrait aussi que marcher sur une plantation. C'est pas un village dans une forêt, non, c'est une plantation qui a été cofondée par des Hollandais. Donc c'est là où je peux me permettre, je pense, de me positionner comme artiste hollandais. Oui. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Oui, j'avais juste deux petites questions. La première, c'est s'il y avait des parties qui étaient mises en scène dans le documentaire. Et la seconde, c'est aussi comment vous avez fait pour organiser et financer l'exposition de l'art des gens que vous avez exposés à Londres. Merci. Ça, c'est vraiment sur la production du film. La première question, est-ce qu'il y a des trucs qui ont été mis en scène? A priori, non. Je pense que la dernière image a été mise en scène.
il y a une lampe qui est mise sur le White Cube parce qu'il fait nuit. Et donc, à la fin, on avait un peu plus d'argent parce que le film était presque fini. Donc, il y avait un très bon caméraman avec des lampes, etc. Et puis, j'ai demandé à Mathieu d'entrer dans le White Cube pour qu'on pourrait le filmer. Donc ça, en effet, a été mis en scène. Mais je pense que c'est l'unique scène dans le film qui a été mise en scène. Tout le reste, non. Sauf que, bien sûr, moi, je suis dans le film et je sais ce que je fais, un peu. Donc, oui, par exemple, quand j'ai introduit l'idée de reproduire leur sculpture en chocolat, ben, je sais que c'est filmé, je sais que c'est utile de le dire d'une certaine manière pour que non seulement les membres CATPC, mais peut-être vous aussi, vous saurez comprendre la démarche. Oui. Et bien sûr, après, il y a toute une couche dans le film où des gens expliquent qu'est-ce qui s'est passé, y inclut moi. Et donc ça a été fait avec une caméra. Je sais qu'on me demande d'expliquer un tel truc, et donc là, c'est mis en scène, dans un certain sens. Mais tous les autres trucs, donc Mathieu à New York, ou comment les ateliers se sont faits, comment ont été expulsés de la première plantation, comment Mathieu, quand on se rencontre, descend d'un palmeraie et on se voit pour la première fois, tout ça n'a pas été mis en scène. Et la deuxième question? Le financement. Ah oui, le financement. Ben, c'est le truc clé presque. Donc si on gagne 20 $ par mois en tant qu'homme, maximum, on ne sait pas faire des films. On ne sait pas faire des sculptures parce qu'on n'a pas le temps et on n'aura pas donc d'exposition à New York. Et moi, je ne sais pas faire une exposition à New York non plus parce que je ne pense pas que mes œuvres sont tellement intéressantes. Donc c'est que... Et ma position n'est pas tellement intéressante. Je veux dire, je suis un homme blanc, etc., etc. Donc il y a eu déjà assez d'expositions avec des œuvres faites par des gens comme moi. Donc c'est que en se reliant, en s'alliant, c'est ça le mot peut-être, que cette exposition s'est produite. Donc c'était Sculpture Center, c'est un centre d'art, je me répète, qui m'a téléphoné ou écrit je pense, qui avaient entendu de ce projet et qui ont demandé si le CATPC voulait faire une expo. Donc j'ai relié le message et après c'est eux qui ont tout financé. Mais bien sûr, à un certain moment, on a prétendu que c'était aussi mon exposition à moi. Pourquoi? Pour pouvoir avoir accès à des fonds aux Pays-Bas. Parce que des fonds au Congo, il n'y en a pas. Donc pour le Fonds national des arts, disons, aux Pays-Bas, on a prétendu que c'est une exposition co-conçue par Renzo Martens. Comme ça, on a pu toucher l'argent pour que le CATPC peut faire les œuvres, les transporter, etc. Donc je pense que stratégiquement, on utilise mon nom parfois, et mon identité surtout, mais heureusement, on a pu éviter ça dans toute publication externe. Parce que donc, je n'ai pas fait l'exposition. Hein, c'est le CATPC. Il y a deux questions là, une et une. Il nous reste 8 minutes. Parce que je crois qu'il faut vraiment qu'on finisse à 16h30. Donc on pourra peut-être après discuter après, mais il y a une projection ici, un autre film de cinéma. Donc nous, il faut qu'on sorte de la salle, mais après, rien ne m'empêche de continuer à discuter. Et notamment au vernissage à l'école d'art. Hein, donc on se retrouvera au théâtre 84 avec l'école d'art. Donc voilà, juste pour dire qu'on va faire des questions courtes et des réponses courtes pour qu'on termine à 4h30 et puis après la conversation peut continuer après. Ok, donc je peux poser ma question. Bonjour. Je voulais savoir comment ça se passait aujourd'hui pour la RATPC, CATPC, excusez-moi, pour ces travailleurs-là. Aujourd'hui, on voit que du coup, ils sont tournés vers tous ces projets de White Cube,
aussi tourner vers la biodiversité. Mais est-ce qu'ils travaillent encore en parallèle dans les anciennes plantations, ou est-ce qu'ils ont réussi à s'affranchir complètement de tout ça? Ben, une des très belles choses que tu avais dit, c'est que le survie se fait par la famille étendue. Donc ce qui se passe maintenant en réalité, c'est que tous les membres de CNTPC ont maintenant 200 hectares de terre. Normalement, une famille a 0,8 hectares. C'est ça, avec ça, on fait la survie un peu. Donc avec 26 personnes, ils ont 200 hectares. Donc disons que c'est 8 hectares, 10 fois trop, quoi. Donc ils engagent la famille pour travailler la plantation et eux ne le font plus. Donc il y a une sorte de nouvelle stratification. Et donc une chose qui se fait maintenant, c'est que les gens qui sont employés par les membres de la CATPC pour travailler, donc faire le travail manuel, il y a des ateliers parmi eux aussi. Et si quelqu'un est artistiquement talenté et choisi, lui ou elle peut donc devenir membre, faire un stage et après devenir membre de la CATPC. Donc il y a une sorte de nouvel système de classe et l'artiste est roi. Il y avait une question là, je crois. Promis, c'est très rapide. Donc vous nous avez expliqué un peu maintenant ce que sont devenues les personnes de Lozanga, et je crois que c'est ça, et ce qui se passait dans le Y-Cube aujourd'hui, mais par rapport aux personnes de la première plantation que vous aviez dû quitter, est-ce que vous savez un peu ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'elles ont réussi à poursuivre un peu ce qu'elles avaient commencé avec vous ou pas? Est-ce que vous savez un peu ce qui se passe? Merci. Donc, cette première plantation était, à l'époque, on parle de 2013, toujours entre les mains de cette société dirigée à partir de Londres. Et donc, je ne suis jamais retourné là-bas. D'ailleurs, on a dû signer un papier qui nous interdisait de plus jamais revenir. Mais, bien sûr, je suis en contact avec des gens qui travaillent là, et notamment un de mes chers amis a organisé toute la résistance. Dans toutes les autres explantations laitières, il y en a 4, et donc il y a eu un rapport récent, maintenant il y a 2 ans, fait par Human Rights Watch, et donc mon ami a fort aidé à publier ce rapport et donner les données, et c'est dans ce rapport que maintenant il est clair que les femmes sont payées, c'était 8 ou 9 dollars par mois, ce qui n'est pas légal selon la loi congolaise. Donc il y a des actions, il y a des trucs, il y a des rapports, ça ne change pas beaucoup. Oui, non. Alors, il nous reste 3 minutes, est-ce que toi tu veux prendre la parole? Je sais pas s'il y a une dernière question ou on te redonne la parole peut-être? Oui. Bon, moi, je pense que vous avez en filigrane répondu à beaucoup de questions déjà, notamment sur la question de l'œuvre collective, puisque vous expliquez bien que votre nom est un prête-nom pour accéder à certaines possibilités du monde de l'art, donc il y a quand même quelque chose de très collectif là-dedans. Peut-être que la question que j'ai, ce serait finalement le rôle de l'État. Est-ce que selon vous, il a évolué au fur et à mesure de vos expériences? Est-ce que vous avez trouvé des individus au sein du gouvernement qui comprennent peut-être mieux votre démarche? Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette relation avec ceux qui font la politique culturelle à l'échelle nationale? En 3 minutes. Je ne suis pas très bien placé à critiquer le gouvernement congolais, je ne vais jamais le faire. Même si j'aurais des critiques, je ne le ferai pas. Mais j'en ai pas, donc oui, je n'ai pas de critique sur le gouvernement congolais. Je ne pense pas qu'il y a une vraie politique culturelle. Il y a un ministre de la Culture. Le ministre qui est venu était hyper gentil et très intelligent d'ailleurs. Il a fait un discours fantastique, à mon avis. Mais il n'est plus ministre. Maintenant, il y a un autre ministre. Et donc, la légitimité du gouvernement est toujours instable. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi c'est instable.
Il y a plein de gens qui ont écrit des livres fantastiques sur les raisons de l'instabilité et le manque de légitimité des gouvernements partout dans le monde, mais aussi en Afrique centrale. Et je vois que, afin d'avoir une visibilité hors du Congo, et afin d'avoir de pouvoir se permettre une position critique, il est indispensable d'avoir un pied hors du pays. Et donc tous les artistes qui le font ont ce pied hors du pays. Et c'est étrange parfois, parce que parfois on dirait que la critique sur la colonie, sur la post-colonie, est que fait pour plaire à des audiences, à des publics hors du pays. Parce que dans le pays même, ces types de messages sont très difficiles à véhiculer, sauf à travers la musique. La musique, c'est autre chose, mais dans l'art plastique, très difficile de le faire à l'intérieur du pays, uniquement. Mais ce n'est pas que pour l'art, c'est en business, c'est en n'importe quel couloir d'action, je ne sais pas quel est le mot en français, dans le business, dans la politique d'ailleurs. Tous les politiciens ont un pied hors du pays. C'est comme ça qu'ils peuvent se permettre de faire la politique. Et si ça devient trop difficile, ils peuvent échapper ailleurs. Et donc dans l'art, c'est un peu pareil. Oui. Bon, je vous remercie. Je vous remercie. Et je crois qu'on va terminer là. Merci.